et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'échange, d'intimité, 2 heures de partage pendant lesquelles vous allez pouvoir aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur et me poser toutes les questions qui vous préoccupent au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Quentin et Théo avec la complicité de Régis Delmotte qui réalise cette émission. Et bien sûr, comme tous les soirs, vous pouvez réagir puisque nous sommes en direct aux propos tenus sur l'antenne en appelant ce même numéro. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer un petit message au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Et on va accueillir tout de suite Cécile. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir écoutez, Cécile. Je suis très émue de vous parler ce soir. Vous m'accompagnez, moi, la journée grâce au podcast et je trouve beaucoup de réconfort dans vos paroles et dans toutes les pistes que vous pouvez donner pour dénouer les situations parfois compliquées. Donc vous écoutez l'émission en journée. Oui, si vous voulez, comme j'expliquais à Quentin, j'ai une maison qui est assez ouverte, donc j'ai du mal à écouter la radio le soir, donc j'utilise les podcasts. Et, c'est l'intérêt des podcasts. Voilà, vous pouvez écouter toutes les émissions d'Europe 1 voilà. comme ça, à tout moment. Et comme ça, je peux arrêter, je reprends un peu plus tard et je réécoute parce que c'est vrai que je trouve votre émission vraiment enrichissante et même si on n'est pas forcément concerné par le sujet, elle ouvre des horizons. Alors ce soir, vous m'appelez parce que vous êtes en difficulté par rapport à la relation entre votre mari et votre fils qui a 14 ans. Vous avez 3 enfants. Voilà, donc j'ai une grande fille de 16 ans, donc un garçon de 14 et une petite qui a 10 ans. Mm-hmm. Et si vous voulez, on dit aussi que c'est l'enfant du milieu. Oui. Il est coincé entre 2 sœurs. Oui. Et c'est un garçon, là on est dans l'âge ado, qui s'affirme, qui se rebelle un petit peu, qui est gentil néanmoins, mais si vous voulez, il prend un peu d'assurance et depuis de longues années, je trouve sa relation compliquée avec son papa parce qu'il a un papa qui a eu une éducation, à mon sens, un petit peu rigide, sans beaucoup d'affection, sans beaucoup de témoignages, de complicité, de choses comme ça. Et il élève les enfants un peu tout le temps, même en grandissant, il garde les mêmes, on va dire, la même manière de faire. Et mon garçon commence un petit peu à réagir à ça. Et donc il y a quelques semaines, nous avions des amis chez nous et pour une vague histoire de bagarre devant la Wii, donc tout à fait bête, il a voulu les séparer et c'est une fois de plus, au sens de mon garçon, le garçon qui a été puni. Et comme ça s'est passé devant des personnes qui étaient chez nous, il a très mal réagi, parce que moi je pouvais un peu comprendre parce qu'il s'est fait gronder comme un petit gamin en fait. Et il a voulu le mettre dans sa chambre et mon fils s'est mis à l'insulter, à le traiter de noms horribles. Et je pense que si on avait insisté, il aurait peut-être tapé sur son papa, quoi. Et donc après il est parti dans sa chambre, s'enfermer à double tour. Donc j'ai réussi à aller le voir. Et il me regardait avec des yeux, je dirais de haine et de chagrin, en me disant de toute façon vous ne m'aimez pas, c'est toujours moi qui me fais gronder, et j'avoue j'ai senti que c'était pas, parfois on dit ça parce qu'on a envie de pas se faire gronder, mais là je sentais beaucoup de chagrin, de colère qui remontait et ça m'a fait, ça m'a touchée. Et donc depuis, ça a été, on va dire, la goutte d'eau un petit peu qui a fait déborder le vase. Et j'aimerais. Comment a réagi son père ? Pardon de vous interrompre, mais comment a réagi son père ce soir-là ? Parce que c'est vous qui comme on avait du êtes monde, allé. si vous voulez, on a essayé un peu de. Moi, j'ai voulu tempérer parce que. Oui, j'ai bien compris, mais c'est à son père qu'il s'en prenait et qu'il insultait. Si vous voulez, il est resté dans sa chambre, donc après, en fait, son père n'est pas venu le voir.
Et c'est un petit peu resté comme ça le soir même. Et le lendemain matin, mon garçon s'est levé sans lui dire bonjour. Et comment vous expliquer ça ? Et ça n'a pas été repris entre eux ? Votre mari n'en a pas reparlé avec son fils ? Voilà, alors, si vous voulez, moi j'ai un mari qui est un taiseux. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et c'est vrai que le lendemain matin, moi je lui ai demandé, je voulais que mon garçon demande pardon parce que il avait été quand même un peu loin dans les mots. Donc je lui ai dit, même si tu n'es pas d'accord avec ton papa et que t'as pas trouvé ça juste, il y a des façons de le dire. Voilà. Alors je pense que mon garçon, c'est un peu une cocotte minute là. C'est-à-dire qu'il bouillonne. À cet âge-là, oui, c'est assez fréquent d'ailleurs. Voilà, quand ça sort, ça part en live, comme on dit. Et donc après, avec mon mari, on peut pas. Je dirais que c'est compliqué parce que si mon mari, fait un geste, effectivement, elle lui a dit qu'il avait sûrement été trop loin. Alors mon fils va se fermer un peu comme une huître. Et si mon fils fait un petit effort pour aller vers son papa, c'est le papa qui va pas être réceptif à ce moment-là. Donc c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que moi c'est la raison pour laquelle je vous appelle ce soir, parce que suite à ça, moi j'ai pratiquement pas dormi de la nuit parce que je me suis dit on est une famille globalement heureuse, on est unis, on n'a pas on n'a pas de gros ennuis et quelque part on se pourrit la vie avec des tas de petites situations comme ça qui sont quand même pas anodines et qui je trouve abîment notre relation familiale. Familiale ou de couple également ? Les deux. Est-ce que votre mari en a reparlé avec vous ? Comment l'a-t-il vécu, lui, l'agression verbale de son fils ? Si vous voulez, il la vit comme un petit peu un papa qui dit il a pas parlé comme ça, il s'est bagarré, je lui ai dit d'arrêter, il va dans sa chambre, en gros, il point à la ligne. Il n'a pas été plus que ça choqué, moins que vous finalement. Si vous voulez, non, moins que moi. Oui, c'est vous qui semblez plus affecté. Oui, parce que je pense que c'est qu'il y ait des conflits, je le comprends. Enfin, je veux dire, c'est normal et on l'a tous vécu. Maintenant, comment vous dire, j'ai l'impression que chacun est en train de s'enfermer mon fils dans un sentiment d'injustice et d'incompréhension, et son papa dans un blocage aussi parce qu'il n'arrive pas à communiquer et il n'arrive pas à créer un lien. Ce que je pourrais vous dire d'autre aussi, c'est que les personnes extérieures qui parfois peuvent être témoins de ça me disent le papa est un peu différent avec ses filles. Essentiellement la petite dernière qui sait bien manœuvrer les choses, qui est beaucoup plus séductrice, c'est la petite dernière. Donc c'est vrai qu'on me dit des fois, quand c'est le garçon, il est très intransigeant, et tout de suite, et quand c'est la petite sœur, il se fait plus facilement manœuvrer. Mais c'est assez fréquent, vous savez. Oui, bien sûr. D'abord parce que c'est la petite dernière, et puis comme vous dites, c'est une fille, donc il y a une plus grande relation de séduction entre une fille et son père. Et de ce fait-là, le garçon en est très conscient. Et alors, parfois quand moi j'essaye, si vous voulez, de l'apaiser. Enfin, c'est vrai que mon fils, c'est vrai que c'est plus peut-être moi qui en ai parlé, ce qui est dommage d'ailleurs, mais je lui ai dit, je lui ai dit qu'il a un papa qu'il aime beaucoup, qui est peut-être pas toujours, qui ne sait pas forcément montrer ses sentiments. Mais qui est plus exigeant vis-à-vis de son fils. Qui est intransigeant, moi je dirais. Plus dur. Très dur. Vous le trouvez plus dur vis-à-vis de son fils. Mais il s'identifie plus certainement à son fils, oui. Et vous semblez dire que votre mari a une éducation assez dure, enfin sans beaucoup d'affection, donc il reproduit certainement plus ce modèle familial avec son fils. Tout à fait. Et moi je viens d'une famille où j'ai été élevée aussi d'une manière très stricte, mais avec beaucoup plus d'affection, beaucoup plus de liens physiques, enfin de câlins, et c'est vrai que j'ai une maman dont je suis très très proche, enfin qui habite pas près de moi, mais avec qui et c'est vrai que finalement c'est deux opposés un peu qui sont unis.
Bon, on s'apporte chacun, mais en tant que parents, ça nous pose des problèmes parce que... Est-ce que justement, avec vous, votre mari est plus démonstratif, plus tendre Alors, il est tendre, on va dire, dans l'intimité. Il est très délicat, très... Oui. Moi, j'ai aucun souci bon, ça fait 20 ans qu'on se connaît, je n'ai aucun souci là-dessus. Jamais de mots déplacés, jamais de réflexion. Par contre, c'est vrai que le sujet de l'éducation est le sujet qui nous divise. Oui. Et qui abîme, c'est sûr, notre relation de couple. Mais en tant qu'époux, il est extra. Mais c'est à croire qu'il n'y a que moi qui en profite, quoi. Que ça ne rejaillit pas sur sa relation. Enfin, c'est normal. Mais je veux dire, en tant que papa, il n'est pas très affectueux. Il est... Avec ses filles, il est davantage démonstratif. Avec vos filles, pardon. Je dirais que je pourrais pas dire ça. Simplement, il sera moins, comme je vous disais tout à l'heure, moins intransigeant. Mais ce que je lui reproche parfois, ce soir, quand on mange ensemble, je lui dis, mais pourquoi tu n'ouvres la bouche que pour dire, il s'est taché son sweatshirt, t'as chipoté ta sœur dans la chambre, pourquoi tu prends pas part aux conversations, t'essayes pas de savoir ce qu'ils ont fait de leur journée? Alors parfois il me dit mais j'ai des soucis, je comprends, mais pour moi c'est pas une excuse. Enfin, c'est un papa qui a été absent, qui a fait des déplacements de longue durée. Il me semble qu'il devrait privilégier la relation avec ses enfants, et parfois j'ai l'impression que ça lui pèse plutôt que c'est un plaisir. Oui, peut-être. Il a du mal peut-être à être père. Il est plus les meilleurs époux entre guillemets que père. Il est père, il est parfait dans le sens éducatif, enfin comme je vous le disais. Oui, dans l'autorité. Voilà, et puis il assure, mais dans le père, moi, ce que je souhaiterais, c'est plus de complicité. Est-ce qu'il pourrait être un peu jaloux de l'affection que vous donnez, vous, à vos enfants? Ça pourrait. Parce que finalement, lui qui en a manqué, il trouve, enfin, vous semblez dire que dans votre couple, il n'y a rien à redire. Non. Donc comme si finalement... il avait trouvé dans le couple que vous formez depuis 20 ans une bulle comme ça, un endroit où il réparerait un peu ses blessures, où il comblerait ses manques. Et peut-être que les enfants par moments pourraient être un peu gênants. C'est-à-dire que quand vous êtes mère, vous êtes sa femme, mais vous êtes aussi la mère de ses enfants. Les enfants lui prennent un peu de votre temps, de d'autant l'affection. Plus que je suis une maman au foyer. Oui, donc ça compte. c'est vrai qu'ils ont leur maman un peu à 100%. Bon, comme je vous disais, on a vécu 2 fois séparés presque 1 an, puisqu'il a changé de travail, donc je suis restée avec les enfants et lui partait toute la semaine, voire plus longtemps parfois. Oui. Donc effectivement. Donc il a peut-être du mal à trouver sa place, d'autant plus. Oui, et puis on est éloignés, enfin bon, c'est plus facile maintenant, mais plus jeune, on était loin de nos familles, donc pour sortir, enfin il y a eu des années où c'était pas tellement facile de se retrouver à deux, de pouvoir partager des choses, effectivement. Oui, parce qu'il y a un certain déséquilibre entre vous qui êtes maman au foyer, donc très présente, et lui qui, du fait de son travail, est assez souvent absent. Oui. Enfin là, il est plus maintenant. Plus maintenant. Plus depuis 1 an. Mais c'est vrai que c'est sûr que moi j'ai été la maman un peu omniprésente et qui. Oui, alors c'est parfois difficile pour ces pères qui sont comme ça absents en dehors du foyer, de rentrer, de trouver leur place au fond, parce qu'il s'est constitué un univers en dehors d'eux. Et même et du coup parfois certains sont soit très laxistes parce que quand ils rentrent c'est juste pour le côté jeu. Enfin, il ne s'occupe pas du tout des questions d'autorité, c'est la mère qui gère tout. Ou au contraire, certains veulent tout recadrer à leur retour et tombent dans un excès d'autoritarisme. Mais si vous voulez, je pense qu'on est sur le fond, on est à 100% d'accord tous les deux pour la manière d'élever nos enfants.
Moi, sur le fond, vous êtes d'accord? Je pense. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que dans les grandes lignes, on est d'accord. Bon, c'est important, voilà. ça. Et la dernière fois, on en a reparlé. Je lui ai dit, moi, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Par contre, moi, ce qui me fait souffrir, c'est un petit peu ce lien pour moi, qu'il ne crée pas. C'est-à-dire, je pense que là, on a un âge où nos enfants, on a une grande de 16 ans qui est en plein dans les copains, je me dis, si je pense qu'il faut qu'on garde un lien avec eux parce que ils s'éloignent forcément et c'est normal, ils vont faire leur vie. Mais si on est trop des parents un petit peu pris dans notre tour d'ivoire, un peu rigides, ils n'auront pas de plaisir non plus à conserver un lien plus tard en tant qu'adulte, parce que on sera un peu figé dans notre moule. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais et je me dis une relation avec un enfant, elle se construit, depuis sa naissance. Et j'ai peur que mon garçon se dise, moi, mon papa, il est là que pour me gronder, que pour dire que c'est pas bien, que pour... Et je dis souvent à mon mari, pourquoi tu prends pas des moments entre hommes tous les deux? Et que vous répond-il? Oui, t'as raison. Parce que, Et pourquoi ne le fait-il pas? Bonne question. Parce que alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une discussion, il n'est pas du tout virulent, il écoute ce que je lui dis, tout mon ressenti par rapport à ces soucis-là. Et à la fin, il me dit, t'as raison. Je dis, mais j'ai pas envie d'entendre que j'ai raison, j'ai envie de savoir ce que t'as au fond de toi et pourquoi tu ne peux pas créer une complicité, dire allez, on va faire un tour tous les deux. Oui, mais attention de ne pas vouloir à tout prix forcer cette complicité, parce que vous voyez, c'est du coup en voulant forcer quelque chose, vous vous immiscez aussi dans leur relation. Bon, vous l'avez dit. Il y a quelque chose qui est compliqué et c'est vrai que c'est forcément comme vous dites, ça se construit tout au long de la vie de l'enfant et c'est plus compliqué à 14 ans. Oui. Je veux dire avec un ado de 14 ans. C'est plus facile quand ils sont petits et dans la période dite de latence quand ils ont entre 7, 8, 9, 10 ans qu'à 14 ans l'adolescent il pense plutôt à s'échapper, à aller avec ses copains qu'à faire des sorties avec son père. Oui, non mais ça tout à fait Caroline. Mais là, si vous voulez, ce qui m'a fait peur à l'occasion de cette altercation, c'était de voir autant comme je vous ai dit, de haine et de chagrin. Enfin, je me suis dit, ce gamin-là, il en a plein sur le cœur, qui peut pas tellement exprimer non plus. Mais j'ai l'impression que vous vous identifiez beaucoup à votre fils. Alors vous m'avez dit que vous étiez très proche vous de votre mère. Je sais pas quelle relation vous aviez avec votre père. Oui, très bonne aussi. Enfin, aussi. Avec ses hauts et ses bas, mais oui, un peu. C'est vrai, beaucoup de. Comment dire. J'avais beaucoup de complicité. Et en même temps, mon papa, j'ai eu besoin de m'éloigner géographiquement pour être mieux avec lui, parce que effectivement, il était peut-être un petit peu vampirisant. Peut-être. Oui. Mais parce que là, il était très en colère, il a exprimé beaucoup de colère ce soir-là. C'est vrai que il est aussi à un âge où pour se construire, il a besoin de s'opposer et de s'opposer évidemment plus violemment à son père que par rapport à vous. Mais c'est pas nouveau cette situation. La personnalité de votre mari qui est peu démonstratif, peu câlin. Alors pourquoi ça vous pose problème maintenant? C'est parce que votre fils a exprimé là de l'agressivité, mais il n'est pas allé jusqu'à taper son père quand même. Non, mais je pense qu'il serait capable. C'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire ressentir de la violence et l'exprimer en parole et en même temps passer à l'acte, c'est différent. Tout le monde pourrait être capable en soi de frapper, mais entre en être capable et passer à l'acte, il y a quand même une grande différence. Oui, Cécile. Bien sûr. Bon. Oui. Je crois qu'il faut un peu. Si vous voulez, vous pouvez pas de toute façon
interférer. Si vous cherchez trop à interférer dans leur relation, ça va la parasiter. Parce qu'il faut qu'ils trouvent, eux, leur mode de relation. Si vous faites trop... Vous pouvez pas être le médiateur de la relation entre votre mari et votre fils. Ça fonctionnera pas. Oui, non, mais c'est sûr. La preuve. Oui. Parce que votre mari va se sentir remis en question par vous, critiqué, forcément, comme si il ne donnait pas une bonne éducation. Alors peut-être, ce qui est important de dire, c'est que sur le fond, vous êtes d'accord, mais peut-être lui dire que vous avez senti votre fils ce soir-là peiné au fond. Vous l'avez senti plus attristé, en colère, mais surtout vous l'avez senti malheureux. Oui. Voilà, et que ça serait important qu'il n'ait pas le sentiment d'être brimé, le mot est fort, mais non, mais de dire qu'il y a deux poids deux mesures. Mais on élève, vous savez, qu'on le veuille ou non, on élève différemment ces enfants, selon leur sexe, selon ça joue. Donc oui, vous le dites et tout le monde le remarque, il est certainement plus dur vis-à-vis de votre fils parce que c'est un garçon. Alors maintenant, peut-être l'amener à réfléchir là-dessus, comme dit le subversif là qui envoie un message au 7 21 21 en disant il est dans le moule du schéma qu'il a vu, que son père a vu avant lui. Oui, c'est sûr. Et il faudrait peut-être qu'il explore un peu cette reproduction là transgénérationnelle, ça pourrait l'aider. Vous voyez, qu'il réfléchisse un peu à ce schéma. Est-ce que lui-même a souffert de ça? Est-ce que on peut en sortir d'un schéma. On peut évoluer, mais encore faudrait-il qu'il veuille le faire. Oui, et vous, sous quelle forme on peut évoluer? Enfin, je veux dire, parce que c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Et quels sont les moyens qui peuvent aider à évoluer? Parce que ça c'est, vous savez, c'est en faisant un travail sur soi. Il n'y a pas de mystère. C'est en réfléchissant. On se rend compte vraiment dans les couples, un des grands sujets de dispute, ça tourne beaucoup autour des enfants et autour de l'éducation, parce que ça nous renvoie évidemment à l'histoire qu'on a eue. On vient d'univers, c'est là où on se rend compte qu'on a des cultures affectives différentes. C'est sûr. Et donc on va s'opposer, et les adolescents repèrent très vite, particulièrement les adolescents, les failles, et peuvent en jouer quand ils sentent que les parents peuvent s'opposer là-dessus. C'est sûr. Donc surtout ne jamais s'opposer devant eux. Oui, alors. Et en parler toujours hors leur présence. Ne jamais s'opposer sur tout ce qui concerne, voyez, même si vous n'êtes pas d'accord, jamais avec votre mari, ne jamais vous opposer à lui devant votre fils. Oui. Ne jamais désavouer le père, si vous voulez, hormis évidemment en cas de comportement grave. Je pense à des histoires de violence, de problèmes de maltraitance et autres là, évidemment. Mais sur des problèmes vraiment comme ça, relationnels, éducatifs, jamais désavouer l'autre parent devant l'enfant. Parce que c'est pas servir l'intérêt de l'enfant. Non, bien sûr. C'est avec votre mari qu'il faudrait avant tout en dialoguer. Oui. Et puis peut-être dire à votre fils aussi que son père, comme vous l'avez fait d'ailleurs intelligemment, en lui disant que son père l'aime, mais que c'est qu'il a du mal à l'exprimer son amour, parce que lui, quand il avait le même âge, quand il était plus petit, ses parents n'ont pas su lui exprimer. Il a ses grands-parents. Oui. Bon. Ils sont pas très démonstratifs non plus, les grands-parents paternels. Non, très très dévoués, très serviables, mais c'est vrai. Voilà, donc vous pouvez lui dire, tu vois bien, papy et mamie, ils sont gentils, mais ils disent, ils sont pas très câlins. Vous pouvez lui dire, papa a grandi, ton père a
a grandi comme ça. Il n'a pas été beaucoup câliné, beaucoup choyé. Donc, toi, tu es un garçon, donc il se reconnaît encore plus en toi. Et finalement, plus que dans tes sœurs, et il a tendance à refaire un peu la même chose parce que lui, il a été élevé de cette façon-là et dire, il est en âge de comprendre votre fils. Oui, c'est vrai que c'est une belle manière de lui faire peut-être comprendre son papa aussi. Oui, puisqu'il connaît ses grands-parents et de le rassurer sur et de dire en fait tout ça, ça montre aussi qu'il s'intéresse à toi. Mais qu'il ne sait pas, l'exprimer avec des mots. Et puis peut-être à votre mari dire c'est un âge où il a particulièrement, quoi que tu en penses, peut-être besoin de toi. Et essayer avec votre mari de le faire parler de comment il était lui à cet âge-là. Tout à fait. Parce que on oublie ou on veut oublier. Oui. Et peut-être qu'en parlant avec lui de comment ça se passait pour lui à cet âge-là, peut-être des choses qui peuvent... Vous voyez, c'est ce qu'on fait en thérapie, c'est-à-dire amener la personne à parler de comment ça se passait pour lui dans son enfance, à l'adolescence. Il y a peut-être des choses comme ça qui remonteront et qui lui permettront de mieux comprendre les besoins, les attentes de son fils. Oui, c'est sûr. Bon, c'est vrai que quand on en parle de son enfance, il ne s'en plaint pas. Enfin, il me dit ce que je vous ai dit, qu'il a pas eu beaucoup d'affection. Bon, effectivement, il est parti jeune, interne au lycée. Après, il a fait ses études. Donc, mais il n'a pas il fait pas de commentaires par rapport à ce qu'il a pu vivre. Il s'en est accommodé, quoi. Oui, mais il jette un voile un peu de fumée là-dessus. Oui. C'est-à-dire, il dit, il s'attarde peu sur cette histoire-là. Mais c'est vrai que on m'a dit plusieurs fois, c'est pas étonnant qu'il m'ait choisi quelque part. Oui. Parce qu'il trouve en vous, il a trouvé auprès de vous. Vous êtes quelqu'un, on l'entend bien, qui peut exprimer, verbaliser. Donc, il a bien choisi. Il a choisi quelqu'un qui peut lui apporter au fond ce dont il a manqué. Et d'ailleurs, avec vous, il sait être tendre. Oui, mais malheureusement, c'est que moi, là, avec tout ça, je suis en train de m'étioler un petit peu, Parce que je crois que vous prenez trop à cœur. Oui. Vous avez l'impression que, comme vous dites, dans l'ensemble, la famille va bien. Votre fils, il manifeste pas des signes de souffrance aiguë. Garçon, Il va plutôt bien, votre fils. Oui, par ailleurs, il est pas. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, à l'école, il marche très bien. Il a toujours de très bons commentaires de son comportement. Il a des copains. Et c'est ce que je dis à mon mari. Parfois, je lui dis, tu sais, tu t'embêtes sur un détail qui est crispant, mais qui est pas grave. Alors qu'à côté de ça, c'est un enfant qui est apprécié, Donc il faudrait vous apaiser un peu, je pense, Cécile, vous. Voyez? Oui. C'est pas, si votre fils a des manifestations de souffrance, des symptômes qui pouvaient être préoccupants, mais dans la mesure où là, il a l'air d'aller plutôt bien, il va faire avec ce père-là. C'est moi qui regrette un petit peu finalement. Oui, j'ai l'impression. Oui. Vous savez, on fait avec la famille que l'on a, Cécile. Il a quand même un père qui est là pour lui. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, et qui l'aime au fond. Oui. Même s'il est maladroit, même s'il ne sait pas lui manifester. Oui, non, mais c'est vrai que ce que vous disiez à propos de l'enfance, tout ça, je pense que ça peut l'aider aussi à comprendre son papa, parce que après il y a un sentiment un peu de rejet et qui est normal quand on est ado, mais je me dis j'aimerais qu'ils aient une belle relation dans l'avenir, quand il sera plus grand et qu'il puisse profiter parce que je trouve que c'est bien d'être proche et voilà. Oui, mais vous savez, au moment de l'adolescence, c'est normal aussi qu'il y ait des tensions et des conflits. Mais c'est sûr. Voilà. Et à la limite, c'est pas mal que ça s'exprime aussi. C'est normal. Vous voyez ? Non, mais c'est sûr. Qu'il pense que il peut agresser son père sans que celui-ci s'effondre. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est
C'est ce qui est important. Alors il y a Patricia qui dit pourquoi ne pas vous mettre tous les trois autour d'une table et leur dire que vous n'acceptez plus la relation entre eux, exiger qu'ils se parlent. Oui. Ouais, c'est compliqué en même temps avec un ado de 14 ans parce qu'ils ont pas toujours les mots. Et puis il y a un message qui arrive qui dit Cécile soulève un vrai problème. Il y a un moment où le papa doit négocier, suggérer avec un futur adulte. Oui, mais je crois que restez quand même un peu en dehors de cette relation. Laissez-les un petit peu. Oui, parce que c'est possible que j'idéalise ma relation, enfin cette relation comme je voudrais qu'elle soit. Oui. Et en fait, je me fais souffrir toute seule quelque part. Peut-être. C'est sûr. Et puis je suis sensible, donc je prends un peu tout au premier degré. Voilà, et comme je vous dis, étant maman à la maison, j'ai pas assez de recul finalement pour dire de dédramatiser finalement des situations. Alors il y a Frédéric qui envoie un mail en disant je trouve cette maman adorable avec son fils, elle a raison de vouloir que fils et père développent des relations plus proches. Le père ne voit pas que son petit a grandi, le voit toujours petit alors que c'est déjà un presque jeune homme. Il devrait essayer d'instaurer une relation plus adulte avec son fils, ce qui aiderait ce dernier à prendre confiance en lui, à mieux s'autonomiser et par conséquent à ce que ce grand garçon n'entre plus en conflit avec sa petite sœur et se sente plus proche de sa sœur aînée qui est une grande. C'est vrai que le fait de l'envoyer dans sa chambre et tout, ça fait réaction comme avec un petit, on est d'accord. Vous aviez eu au téléphone une maman dont le petit s'était scarifié. Oui. Et vous lui aviez dit, il était plus jeune, vous lui aviez dit mais c'est plus un bébé. Oui. Et quand j'ai entendu ça a vraiment fait tilt. Parce que je me suis dit, on a encore des réactions comme si c'était un bébé. Voilà, va dans ta chambre. Oui, non, mais c'est vrai qu'on fait ça avec un enfant qui fait un gros caprice, une grosse colère, on l'envoie dans sa chambre le temps qu'il se calme. Voilà. Justement, on le laisse dans sa chambre, il peut crier, faire sa colère et tout, mais ça lui permet aussi de s'apaiser en dehors. Oui. Mais c'est vrai qu'un enfant de 14 ans, l'envoyer dans sa chambre, c'est assez humiliant. Devant un public, c'est très humiliant. Et après, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, le jour où, parce que là, c'était parti de rien, mais je lui dis le jour où tu auras un vrai problème à résoudre, comment tu vas faire? Parce que déjà là, je trouve que ça prenait des proportions énormes. Il me dit le jour où on va avoir on peut avoir un souci, on saura pas gérer parce que déjà là, on est au top de nos réactions, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais. Bon, enfin, je crois qu'il faut apaiser un petit peu, c'est pas si grave que ça. Non, c'est dommage. Enfin, je veux dire, parce que c'est pas arrivé qu'une fois et. Mais c'est un peu normal à cette période-là. C'est bien aussi qu'ils s'opposent. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais c'est pas tellement. Je dirais que ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais je me dis on a le droit. Moi, je vous disais, j'ai été très proche de mon père à l'époque de l'adolescence. Ça allait pas du tout et c'est normal. Mais je me dis je trouve que les parents, et c'est chouette quand on peut garder un certain lien de complicité, même si on est loin. Ça reviendra plus tard. Oui, tout à fait. Mais il faut laisser le temps là. Mais il faut le créer aussi. Oui, mais c'est pas parce que ça n'augure en rien de mauvais pour l'avenir, je vous assure. On peut avoir des relations compliquées pendant l'adolescence et avoir des relations merveilleuses à l'âge adulte. Vraiment, Cécile. Tant mieux. Merci en tout cas de votre confiance. Merci à vous et puis merci encore pour votre belle émission, Caroline. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Alors, c'est le moment de la hotte de Noël sur Europe 1. Toute la journée, vous avez pu jouer dans les différentes émissions. Et c'est la dernière hotte de la journée. Jusqu'à 1h, vous allez pouvoir gagner un appareil photo numérique, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, un coffret de Jimmy Cullum, des CD Top 50 et bien d'autres cadeaux. Alors, vous pouvez tenter votre chance dès maintenant en nous appelant sur le 39 21, 34 centimes par minute, ou en envoyant un petit SMS avec le mot Noël, Noël au 7
07 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et pour répondre à Ninon qui me dit je joue à la Ode de Noël, apparemment Ninon joue pas mal tout au long de la journée. Elle me dit mais j'aimerais savoir si en jouant plusieurs fois dans l'émission, on a plus de chances de gagner. Bien sûr, ma chère Ninon. Plus vous envoyez de SMS, plus vous multipliez vos chances de gagner. C'est évident. Voilà, donc on va accueillir maintenant Jean-Luc. Bonsoir Madame Dublanche. Bonsoir mon cher Jean-Luc. Très heureux de vous écouter depuis Bruxelles. C'est difficile d'atteindre votre standard quand on est à l'étranger. Et je sais bien, malheureusement. Mais j'en ai parlé. On peut vous écouter sur Internet. J'en ai parlé même en haut lieu avec carrément Monsieur Alexandre Bompard. Ah ben vous avez bien fait. Ah ben écoutez, il vaut mieux parler à Dieu qu'à ça, hein. Voilà, mais on peut quand même vous écouter sur Internet avec un petit décalage, mais enfin on suit toute l'émission. Je voulais témoigner ce soir, si vous voulez, suite à l'émission que vous avez eue, je pense que c'était jeudi ou vendredi dernier, je me souviens plus très bien, sur les secrets de famille. Une émission très très émouvante, j'ai trouvé. Oui, sur c'était pas ce vendredi, c'était l'autre vendredi. Oui, sur c'est ça. Les enfants nés pendant la guerre. C'est bien ça. Moi, je ne suis pas né pendant la guerre, je suis né après la guerre. Oui. Mais j'ai percé un secret de famille. Depuis que j'étais petit garçon, j'avais toujours eu le sentiment que ma maman me mentait. Et elle me disait qu'elle était orpheline, qu'elle n'avait ni père ni mère. Et comme tout petit garçon, à l'adolescence, qu'est-ce qu'on fait? On va fouiller dans la table de nuit des parents, dans les papiers de famille. Et je m'étais aperçu que je savais que ma grand-mère se prénommait Gabrielle. Et lorsque moi-même j'ai été papa, mon aîné avait un petit livre d'enfant. Jean-Luc, est-ce que vous pourriez, Régis, éloigner un peu votre bouche du combiné, oui, parce que ça, ça crachote un petit peu. Oui, c'est mieux, merci beaucoup. Et lorsque moi-même j'étais papa, j'avais une fille qui avait un petit livre d'enfant, et il y avait sur une page le collier de perles de tante Gabrielle. Oui. Et quand ma mère lui racontait l'histoire, elle trafiquait le nom de Gabrielle en un autre nom. Et ma petite fille qui avait 2-3 ans lui disait « Mais non mamie, ce n'est pas Gertrude, c'est Gabrielle. » Et ma mère tournait la page. Et je savais pertinemment que ma grand-mère s'appelait Gabrielle. Puis il y a une dizaine d'années, en regardant une émission sur une chaîne belge, sur la RTBF, pour ne pas la citer, on parlait de la collaboration des Belges pendant la guerre. C'était la première fois qu'en Belgique, on nous ait fait un débat sur la collaboration, puisque 800 000 Belges ont collaboré quand même, c'est pas rien sur un peuple de 10 millions d'habitants. Et un institut avait rassemblé le dossier de tous les collaborateurs. Et le lendemain, je suis arrivé à mon bureau et j'ai écrit, voilà, j'ai un doute. Mon grand-père s'appelait Richard, je vous dirai pas le nom à l'antenne, et j'ai l'impression qu'il était collaborateur. Et là, on m'a répondu, oui, on a un dossier sur votre grand-père, mais on ne peut rien vous dire, on ne veut pas rallumer une guerre de famille. J'ai réécrit, j'ai promis que je ne rallumerais pas une guerre de famille, et là, j'ai appris que mon grand-père avait collaboré et avait été fusillé sur la place d'Arlon. Arlon, qui est une ville célèbre par le procès du Trou en Belgique, avait été fusillé en place d'Arlon au mois de janvier 1946. Et j'ai reçu l'extrait du Moniteur belge qui condamnait mon grand-père à mort. C'était pour moi une grande libération d'enfin connaître la vérité. J'ai essayé au travers de ça de voir quelle pouvait être la détresse de ma mère qui nous avait menti toute sa vie finalement en nous racontant pas la vérité. J'avais donné ma parole à la productrice de l'émission que je n'en dévoilerai pas le secret. Par une bande détournée, j'ai vu son médecin, qui était un ami d'école, et je lui ai expliqué. Et je lui ai dit, je te dis ça sous le secret médical. Il me dit, là, tu es en train de me dire quelque chose. Je peux te dire que depuis 20 ans, je soigne ta maman tout à fait à l'envers. Maman souffrait de psoriasisme. Oui. Et j'ai dit, écoute, il s'appelait Alain, le docteur, j'ai dit, écoute Alain, je te dis ça sous le secret médical, mais si tu peux faire quelque chose. Et j'ai appris 3 mois plus tard que ma mère avait changé de médecin. Donc il avait essayé de la mettre sur la voie et il n'avait pas voulu lui dire.
Attendez, il lui aurait parlé de son passé. Il a certainement lui a certainement posé des questions indirectes pour l'amener à lui en parler. Oui, et donc du coup, sentant le vent venir, sentant le danger, elle a changé. Elle est partie, si vous voulez. Mais elle avait quel âge ? Elle avait quel âge, elle, à peu près, environ, quand elle devait avoir 65 ans. Oui, mais quand son père a été fusillé... Elle avait 16 ans. Ah oui, ouais. Elle avait 16 ans. Et si vous voulez, pour moi, c'était une occasion, par le médecin, qu'elle m'en parle et que je puisse lui dire, écoute maman, je sais maintenant. Ben oui. Tu n'y es pour rien, tu es une victime, tu es la victime, tu n'as pas choisi la situation. Qu'est-ce que ça a dû être dur pour elle à... Tout à fait. Donc aujourd'hui, elle a 80 ans. Oui. Elle va mourir avec son secret, sans jamais en avoir parlé à ses enfants. Et oui, parce que finalement, vous ne pouvez pas lui en parler. Vous ne voulez voulez pas lui faire de mal. Voilà. Et pourquoi Par contre, c'était très libérateur pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Oui, dites-moi, oui, parce que c'est important, ça. Quand j'étais petit garçon et adolescent, je mentais, mais j'étais un menteur comme un arracheur de dents. Pour tout et pour rien. Ah, c'est intéressant, ça. Et je crois que si je mentais... Oui. Je m'excuse, je l'analyse comme ça, je me trompe peut-être. Oui, dites-moi, oui. Je pense que si je mentais mais vraiment pour des bêtises, oui. Eh bien, c'est parce que je reproduisais le schéma que ma mère nous avait inculqué. Je pense qu'il y a quelque chose d'inné chez l'enfant. Inconsciemment, qui fait sentir les choses. Oui, puisque vous dites que au fond, vous avez toujours su qu'on vous mentait quand elle vous disait qu'elle était orpheline. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Tout à fait. Et je n'ai jamais osé en parler à mon père. Et si vous voulez, on évitait, ma mère avait 2 sœurs, on évitait que les cousins se voient, on ne pouvait pas se parler. Et j'ai pas osé en parler à papa. Papa est mort il y a 3 ans. Et je suis allé voir une tante que j'avais vue 3 fois dans ma vie, une sœur de maman. Et je lui dis, écoute, je connais des choses, je vais t'expliquer ce que je connais. Je vais te poser des questions maintenant pour compléter mon information. Et je lui dis, tu répondras ou tu ne répondras pas si tu ne veux pas. On a parlé pendant 3 heures. Je vais vous passer tous les détails. Ça n'a pas d'intérêt sur la manière dont il a collaboré. C'était pas très très beau. Et je lui ai dit à la fin, tante Philomène, je dis, est-ce que tu en as parlé à ton fils ? Elle m'a regardé, elle m'a dit non. Mais je lui ai dit, je crois que c'est le plus beau cadeau que tu pourrais lui faire avant de mourir. Et elle m'a dit, je vais le faire. Mais dites-moi, il y a une chose que je comprends pas, Jean-Luc, c'est, vous me dites que votre mère, donc, vous a toujours dit qu'elle était orpheline, donc on comprend avec l'histoire donc de son père, de votre grand-père qui a été fusillé en tant que collaborateur, mais pourquoi sa mère, Alors là, si vous voulez, j'ai appris par ma tante qu'ils avaient un amour du père, pas possible. Le papa était colonel de réserve dans l'armée belge quand même en 1940, d'accord ? Il a viré kazakh. Et l'explication de ma tante, c'est parce que ma grand-mère avait toujours plus besoin d'argent. Oui. Voilà, donc c'est l'explication qui m'a été fournie. Je ne peux pas la contrôler. Et ce dont j'ai le plus souffert, c'est de ne pas avoir connu ma grand-mère. Je pense que tout enfant a besoin de connaître sa grand-mère. Mais elle est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle, si vous voulez, c'est clair. Pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, il venait d'une famille riche, elle s'est fait rejeter par sa famille, et excusez-moi du terme, mais elle faisait la pute dans une ville belge. Oui. D'accord ? Oui. Mais c'est pas parce que ma grand-mère était une pute que j'avais pas le droit de la connaître. Bien sûr. Ça, c'est mon plus grand regret. Et c'est le principal reproche que je ferai, que dans mon cœur, je porte vis-à-vis de ma mère, si vous voulez. C'est de ne pas avoir pu voir ma grand-mère. Mais on ne refait pas l'histoire. Oui. Donc elle n'a même pas su quand sa mère est décédée. Si, elle a dû le savoir. Elle a dû le savoir. Elle a dû le savoir. Parce qu'un jour, on m'a dit, maintenant tu es notre seul héritier. Ah, oui, en effet. Ouais. J'ai fait j'ai quelques études et quelques notions de droit, donc j'ai compris. Oui. Mais on voit bien on dit toujours, tous les psychanalystes le disent, que l'enfant a un savoir inconscient sur son histoire, et là on voit bien, vous dites tout petit, vous saviez que au fond, ce qu'on vous racontait, vous le sentiez, voilà. Je le sentais. Et je vais vous dire une bêtise. Le jour où j'ai appris que Saint-Nicolas, parce qu'on me dit que c'est Saint-Nicolas, n'existait pas.
j'en ai voulu à ma mère à ce moment-là de m'avoir menti sur l'existence de Saint-Nicolas. Mais oui. Donc je pense, si vous voulez, que c'est... Non, mais de là, parce que vous voyez ce documentaire... J'en retire beaucoup de positif, si vous voulez. Vous voyez ce documentaire, mais j'entends bien. Vous voyez, parce que enfin, la vérité émerge, et là où vous auriez pu dire, elle est difficile, cette filiation aurait pu être lourde à porter, au fond... il y a un effet libérateur. Je vais vous dire, pour moi, elle n'est pas lourde à porter. Quand je vois qu'en France, je m'excuse, en 1940, il y avait 90% des Français qui étaient pétinistes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Et puis de toute façon, attendez, quand je dis une filiation lourde à porter, il est bien évident que les descendants ne sont en rien responsables des actes commis par leurs grands-parents, par leurs ancêtres. Enfin, mais ça aurait pu être, vous voyez, non seulement je ne le juge pas, mon grand-père. Oui, je dis que dans sa situation, je ne sais pas dans quel camp j'aurais été. Bien sûr, vous avez raison. A posteriori, c'est très facile de dire oui, non, vous avez raison. Je n'aurais mangé de ce pain. Oui. Oui, on connaît les résistants de la dernière heure, évidemment. Exactement. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Mais non, ce qui est plus formidable dans l'histoire de ma mère, si vous voulez, c'est que j'en ai parlé à mon oncle, le frère de mon père, qui est tombé des nues parce qu'elle est parvenue à cacher ça à mon père et à toute sa famille. Mais dans quelle souffrance elle a dû vivre, à moins qu'elle se soit protégée dans un clivage, dans un déni. Mais effectivement, vu l'histoire de ses parents, on a dû la poursuivre quand même. Elle a dû quand même sacrément en baver, votre mère. Elle a dû en baver, et donc il y a une partie de l'histoire dans le contexte historique. Il y a une partie de l'histoire que je ne connais pas. Pas être facile d'être enfant de collaborateur. Parce que contrairement aux Français qui ont lâché les Algériens qui les ont soutenus et qui étaient dans leur camp, les Allemands, quand c'est arrivé, les ont tous envoyés en Allemagne pour les protéger. Et là, j'ai 18 mois où je ne sais pas ce que ma mère a fait en Allemagne pendant 18 mois. Et que je ne saurai jamais. Il y a un trou dans son histoire. Il y a un trou. Il y a un trou. Je sais ce que ma tante a fait, puisqu'elle me l'a raconté. Je pense que mon grand-père était responsable de camps de concentration. Et à la libération des camps, ils se sont fait ramener en Belgique. Donc c'est dur comme histoire. Et c'est dur pour une adolescente de 15 ans d'avoir à subir une pareille histoire. Terrible. Oui, c'est terrible. Oui. Voilà le témoignage que je voulais donner. Oui, c'est une sacrée histoire de famille, là, que vous avez. Quand on ressent des choses comme ça et qu'on trouve la vérité, je peux vous dire que c'est drôlement libérateur et que ça vous explique beaucoup de choses sur votre propre comportement. Et finalement, aujourd'hui, par rapport au mensonge, j'ai complètement vous n'êtes pas devenu mythomane. J'ai complètement changé. D'accord. Je déteste le Donc mensonge. l'histoire que vous nous racontez est véritable, Jean-Luc. Mais oui, tout à fait. Simplement, si vous voulez, je pense que le gamin et adolescent, quand je mentais, c'était une forme d'une manière de me protéger. Oui, et puis une façon d'interpeller. Et une manière d'interpeller. Et une façon d'interpeller, de dire finalement, de dire, voilà, vous me racontez des histoires, moi aussi je raconte des histoires. Exactement. Comme quoi, dans l'inconscient d'un enfant, jusqu'où ça peut aller. J'ai pas consulté de psychologue ou de psychiatre. J'ai fait cette propre analyse moi-même. Oui, mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Non, je ne crois pas. Non, je crois que vous êtes vraiment dans le vrai et vous avez l'air en plus d'aller très bien. Donc oui, je vais bien. Tout je suis va chef bien. d'entreprise, j'ai une centaine de salariés. Vous savez, je vais très très bien. Ouais. Mais écoutez, merci beaucoup de l'avoir partagé. Et félicitations pour votre. Et puis, je pense que c'est vraiment important, si vous voulez, que lorsque l'on connaît la vérité, même si elle n'est pas belle, d'accord, ça peut être très libérateur. Je crois qu'il est toujours important de connaître la vérité. Et c'est vrai qu'en tant que psy, c'est important. Alors évidemment, il y a des vérités qui sont parfois très difficiles. Je pense, par exemple, c'est important de connaître la vérité sur ses origines. Alors évidemment, on pourra me répondre oui, mais les enfants nés d'un viol, nés d'un inceste. Oui. Comment leur dire? C'est terrible. Mais en même temps, j'aurais tendance à penser que de toute façon, ils le savent au fond. Il y a quelque chose en eux qui sait qu'il y a eu cette violence primaire qui est à l'origine de leur naissance. Donc,
En même temps, je n'ai jamais eu à recevoir d'enfants nés de circonstances comme celle-là, et j'avoue que ça doit être très compliqué d'avoir à dire les choses et qu'il faut pouvoir s'adapter. Mais je pense que souvent la vérité est moins traumatisante que le non-dit, que le mensonge, et je pense qu'il vaut quand même mieux dire les choses. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, ça existe. Il y a des gens qui doivent se poser la question. Quand on regarde dans notre histoire de Belgique, les religieuses qui ont été violées dans les événements d'indépendance du Congo belge, et qui, pour des raisons religieuses que je n'ai pas à juger ici, on leur a interdit de se faire avorter. Il y a des enfants qui sont nés comme ça également, et qui aujourd'hui sont certainement toujours en vie. Ça, c'est d'ailleurs une autre histoire. C'est terrible qu'on leur ait interdit, mais enfin bon. Oui, enfin ça c'est pas. C'est une autre histoire. C'est mon point de vue, ça ne regarde que moi. Il y a Georges qui dit pétiniste ne voulait pas forcément dire collabo. Il faut quand même le dire. Et c'est vrai. Il a raison de préciser. Bon, à ce moment-là, il faut recadrer dans le contexte. Et même si les gens étaient pétinistes, ça ne voulait pas dire qu'ils collaboraient avec les occupants, avec le régime. Il faut le dire. Merci beaucoup, Jean-Luc, de votre appel. Je vous souhaite une bonne fin d'émission, et puis ça me fait toujours plaisir de vous entendre, même via Internet. Merci beaucoup. Heureusement qu'il y a Internet. Au revoir. Au revoir. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr et par SMS au 7 21 21 code nuit. Des réactions qui arrivent à propos des secrets de famille. Ninon nous dit: j'ai accueilli avec indifférence la révélation cachée sur mon origine, su depuis toujours, rien de grave si ce n'est mes contorsions mentales, nous dit Ninon. Beaucoup de contradictions en même temps, ma chère Ninon, dans ce petit SMS là, pourtant très court, mais vous dites rien de grave, mais des contorsions mentales malgré tout. Et puis le subversif dit: les sombres événements du fait nazi ont à ce point traumatisé l'Europe, et plus encore qu'on en verra encore les effets patents dans longtemps. Céline voulait remercier Jean-Luc pour son témoignage si sincère. Bulle dit: plus on tait le secret, plus il est difficile à dévoiler. Je persiste à penser, dit Bulle, que les mots atténuent les mots, MAUX, mais ce n'est parfois pas facile. Également un autre message qui arrive en disant: votre histoire, Jean-Luc, est très émouvante. L'impossibilité de parler de votre mère est tout à fait respectable, eu égard à l'immense désespoir qu'elle a dû porter. Et puis Ninon dit: ce qui est grave dans les secrets n'est pas tant le contenu, mais le travestissement de la réalité qui apporte un malaise indicible. Catherine dit: mon papa est mort avec son secret il y a 13 ans. J'ai appris que j'avais une demi-sœur allemande. On va continuer maintenant dans les histoires de famille avec Nicole. Bonsoir Nicole. Oui, bonjour Caroline. Bonsoir. Oui, alors voilà, toujours oui, dans le même type d'histoire. Moi, ma mère, m'a eu avec un ami d'enfance et de jeunesse. Oui. Et puis, entre-temps, il s'était marié, il était veuf, il avait eu 2 filles. Il avait retrouvé ma mère après, donc là, je suis arrivée, et à ce moment-là, il est parti, il a laissé ma mère. Et moi, donc, j'ai passé toute mon enfance à rechercher ce père, et toute cette jeunesse, à attendre des Noëls, toujours un espoir qu'une porte s'ouvre, etc., et qu'il arrive. Pourquoi ils ne sont pas restés ensemble ? Je ne sais pas, là aussi, c'est un secret. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Je crois qu'ils sont partis tous les deux avec leur secret, justement. Parce qu'en fait, c'était des amis toujours d'enfance, mais entre-temps, ils s'étaient mariés.
Oui. Elle avait trouvé quelqu'un sur sa route, ils étaient jeunes. Oui. Et puis Ils étaient jeunes quand ils vous ont eu. Non. Il était jeune quand il s'est marié. Là-dessus, il y a eu les bombardements à Nantes. Sa femme a été tuée dans les bombardements. Il avait donc eu 2 filles. Et lui est parti sur Paris. Et ces 2 filles ont été élevées par la grand-mère et par les tantes. Et moi, entre-temps, si vous voulez, ma mère a retrouvé sur sa route pendant l'occupation mon père. Et alors qu'il était veuf, les bombardements venaient d'arriver. D'accord, je n'avais pas compris ça. Oui, alors je m'explique mal. Oui. En fait, non, c'est que vous êtes allé très très vite et du coup, j'ai cru qu'ils vous avaient fait alors qu'ils étaient encore, si vous voulez, au sortir de l'adolescence. Non, voyez. Non, en fait, ils étaient jeunes, ils avaient été élevés ensemble. Là-dessus, mon père, à 25 ans, trouve une femme sur sa route, se marie, a deux filles. Ce sont les bombardements. Sa femme est tuée. Il retrouve ma mère dans une rafle d'Allemands. Ma mère avait toujours été amoureuse de cet homme-là. L'affaire se fait. Je ne sais pas combien de temps ils se sont fréquentés. Et là-dessus, donc moi, je suis en cours d'arrivage. Et mon père, devant cette situation, lui s'en va, laisse ma mère, et je suis devenue une enfant inconnue, de père inconnu, fille de père inconnu. On a ça sur tous nos papiers, hein. Né de père inconnu, né de père inconnu, né de père inconnu. On a ça dans nos papiers, dans nos livrets de famille. Et puis bon, comme c'était une histoire un petit peu de gens qui s'étaient toujours connus, j'avais un petit peu d'écho, mais beaucoup de silence. Et j'ai passé mon temps à chercher mon père, et enfin, en 69, j'avais à peu près 23 ans, je l'ai trouvé. Je l'ai rencontré. Oui. Et c'est resté notre secret. Mais comment ça s'est passé, la rencontre entre vous deux? La rencontre a été très... Bon, c'est une personnalité assez légère, il faut dire, pas très engagée dans la vie. Je lui avais envoyé une lettre, il ne m'avait jamais répondu. Et un jour, je lui ai téléphoné d'un petit hôtel à Paris, et je lui ai dit, voilà, je suis la fille de Madame Attel, et voilà, je voudrais vous voir, est-ce que c'est possible? Et il me dit, bon, pas de problème, tu viens quand tu veux. Je l'avais jamais vu, de ma vie. Et je l'ai donc rencontré dans un lieu qu'il m'a désigné, avec des repères, puisqu'on s'était jamais vu, on se connaissait pas. Et je lui avais dit, mais comment je saurais qui vous êtes, puisque je vous ai jamais vu? Il m'avait dit, je serai à tel endroit, etc. Tu montes à tel endroit, etc. Je serai là. Il m'a tout de suite tutoyé. La première fois, je l'ai vu, et je lui ai dit, vous savez, je vous ai écrit, vous ne m'avez jamais répondu. Il m'a dit, moi, tu sais, je suis comme ça. Comment va ta mère? Et je lui dis, écoutez, est-ce qu'elle est au courant? Je dis, non, c'est mon secret, elle ne le saura jamais. Et il me dit, et je lui dis, je voulais savoir, est-ce que je suis votre fille? Il me répond, qu'est-ce que tu me ressembles? Quand est-ce que tu reviens? Donc, je suis donc revenue quelques fois à Paris, et je suis donc allée le voir. Et c'est resté toujours notre secret, à nous deux. C'était un pacte que moi j'avais demandé. Donc lui, de son côté, a toujours caché cette vérité-là à ses filles. Et puis, il y a eu plein de soucis à partir de là, et à nouveau, j'ai cessé d'aller le voir. Et puis, en 2003, il est décédé, et j'avais envie de le retrouver, et je suis passée par la généalogie, par hasard. Et par la généalogie, par hasard, sur Internet, je suis tombée sur les médaillés de Sainte-Hélène. Donc, c'était les derniers compagnons de Napoléon Ier qui avaient des médailles, etc. Et je savais le prénom de sa fille aînée, puisque nous étions d'une petite commune où tout le monde s'était connu autrefois. Donc, j'avais des petites fuites comme ça. Oui. Et, comme par hasard, cette dame-là avait donné des informations sur son ancêtre, qui était bien sûr le mien aussi, et il y avait son prénom et son nom de jeune fille, plus son nom de famille. Donc, un jour, j'ai pris le téléphone, et je lui ai téléphoné. Donc, cette dame a 74 ans. Et je lui ai raconté une petite histoire, lui disant que voilà, j'avais trouvé des photos, ma mère était décédée, que nos familles s'étaient connues. Et cette dame m'a engagée à venir chez elle, à 300 km de Nantes. Je suis donc allée, très bien accueillie par elle et son mari, très âgé. Et je suis toujours restée sur ce discours, je ne voulais pas dire qui j'étais. Et qu'est-ce que vous attendiez de savoir qui ils étaient, eux. Parce qu'en fait, c'est ma demi-sœur. J'ai bien compris. Et donc, moi, je voulais savoir quelle figure ils avaient, comment ils étaient, est-ce qu'on avait quelque chose de commun,
enfin tout ce qui avait toujours été ma quête toute ma vie par rapport à mon père. Et aussi, maintenant, je voulais savoir, ces gens-là, est-ce qu'on se ressemblait? Car le fait de ne pas connaître sa famille, on est dans un imaginaire épouvantable qui est très destructeur pour les enfants. Et en fait, ce qu'on veut, c'est essayer de mettre un visage sur quelque chose. Oui, il y a cette idée de, c'est ça, savoir de ressemblance. On se ressemble pas. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. Est-ce que votre mère ne vous avait pas parlé, très peu parlé de votre père? Non, c'était des querelles terribles. C'était des querelles. Elle lui en voulait beaucoup. Énormément. Elle m'a fait... En même temps, si elle aimait cet homme et que cet homme l'avait laissée alors qu'elle était enceinte, on peut comprendre. Oui, puis ensuite, elle lui avait proposé d'avorter aussi. Ouf. Oui. Ça, c'est elle qui vous l'a dit? Ah oui. C'est-à-dire que tout s'est toujours dit dans des moments de crise. D'accord. On n'a jamais pu parler. Ça a toujours été des crises, donc les informations que j'ai eues, ça a toujours été dans des moments de crise. Et puis bon, quand les choses se sont mal déroulées après que je l'ai vue, il y a eu des choses parallèles. J'ai fini par lui dire d'abord, parce qu'elle me noircissait tout le temps, le peu de foi. Et je lui dis d'abord, c'est pas vrai ce que tu me dis, c'est pas vrai, parce que si tu veux savoir, je le connais, je l'ai rencontré, je le vois à Paris. Et là, ça a été terrible. Ça a été pire que tout. Elle a fait un courrier dans mon dos qu'elle m'a avoué 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard, l'incendiant et reprenant ces vieilles querelles de jeunesse, quoi. Et donc, à partir de là, moi, j'ai eu honte, comme c'était mon secret que j'avais dévoilé, et je suis plus jamais retournée voir mon père. Alors, j'ai donc pris contact avec avec cette dame, mais moi en fait oui. je jouais la carte. Écoutez, j'ai des photos, si vous voulez on peut échanger, nos familles se sont connues, et je la croyais partie depuis toute petite, moi de la petite commune où nos parents avaient vécu, et en réalité je me suis fait un peu surprendre parce qu'en fait elle n'était partie qu'à 18 ans. Donc du coup, je me suis fait un peu surprendre parce qu'en fait, elle connaissait plus de choses que je ne pensais. Je pensais qu'elle était partie à l'âge de 10 ans, qu'elle avait quitté cette petite commune. Et elle m'engageait beaucoup à venir. Je suis donc allée chez elle. J'avais apporté des photos, des échanges et tout. Et à un moment donné, on parle de nos parents. Et son mari me dit, mais vous parlez de votre maman, mais de l'autre côté, qui êtes-vous? Oui. Et je lui dis, je dis en souriant, moi, vous savez, je suis de nulle part. Et elle, à ce moment-là, me regarde et me dit, en fait, vous êtes la fille de papa. Alors, je lui dis, écoutez, présumé. Et à ce moment-là... Elle savait, dès le coup de fil ou lorsqu'elle vous a vu? Non, dès le coup de fil. Et après, j'ai compris pourquoi au décours de la conversation, parce qu'elle avait préparé des photos. Elle m'a donné plein de photos de mon père que je n'avais pas. Des photos d'adultes, beaucoup de photos. Elle avait tout préparé. Donc elle aussi, il y avait un secret où finalement, mais elle... Oui, alors où on lui avait parlé, elle avait entendu dire que son père avait eu une relation, voilà, qu'un enfant était né de cette relation. Oui, alors en fait, je lui dis, mais elle me dit, mais vous savez, je vais vous dire, il y a 20 ans que je sais que vous existez. Ah oui, comment l'avait-elle appris, elle? Alors, au décès du frère de mon père, sa tante lui avait parlé d'une lettre qu'une jeune fille de 18 ans, c'était moi, quand j'avais 18 ans, j'avais écrit, à force de ne pas trouver, d'avoir que des obstacles devant moi, j'avais trouvé l'adresse de son frère et je lui envoyais un courrier lui disant voilà que j'étais peut-être la fille de son frère et que j'aurais aimé, etc. et tout. Il m'avait répondu, une lettre que j'ai toujours d'ailleurs, que je lui ai montrée, où il me disait, vous savez, il faut mieux pas toujours regarder le passé, on tire pas toujours ce qu'on est de ses racines, regardez devant vous. Et j'avais 18 ans. Et en réalité, à son décès, sa femme a parlé de cette lettre que j'avais envoyée quand j'avais 18 ans à sa nièce, la fille de mon père, l'aînée. Et elle lui a dit, ton oncle avait reçu une lettre d'une jeune fille qui avait 18 ans, et il en a parlé à son frère qui était donc mon père, et mon père avait répondu, il faut surtout pas que maman le sache. Donc à partir de là, depuis 20 ans, elle avait cette lettre d'une jeune fille de 18 ans qui avait été un jour écrite. Et mon père avait dit, il faut pas que maman le sache. Et oui, donc elle était évidemment tenue, elle aussi, c'est ça, de maintenir ce secret. Mais sauf que moi j'avais 18 ans, mais à 23 ans, j'ai continué mon entêtement, j'ai trouvé mon père, et à mon tour j'ai mis un secret. Conclusion pratique, mon père, en secret, me voyait.
moi, en secret de ma mère, je le voyais. Oui. Lui, en secret de ses filles, me voyait. Et c'est après, c'est après, quand elle a eu 55 ans, qu'elle a appris qu'une jeune fille avait écrit 18 ans. Or, moi, je lui dis, je vais vous dire, mon père, je le voyais, j'allais le voir où il travaillait. Et là, évidemment, elle est tombée des nues. Et je lui dis, et elle me dit, je vais vous dire une chose. Vous lui aviez écrit à papa, quand vous étiez allé le voir à tel endroit où il travaillait. Et elle dit, quand il est décédé en 2003, j'ai trouvé la lettre que vous lui aviez écrite qu'il avait gardée. Il l'avait gardée dans ses affaires. Et finalement, elle était bienveillante alors à votre égard? Plus que bienveillante, chaleureuse. Chaleureuse. Et je lui dis, elle me montre des photos, puis je lui dis, oui, votre famille, enfin vos ancêtres. Elle me dit, mais ce sont vos ancêtres aussi. Donc je l'ai revue une autre fois en septembre, et là, elle m'a invitée à aller à Noël, faire connaissance de la famille, de ses enfants qui ont la quarantaine, de sa sœur qui commence à prendre contact avec moi, c'est-à-dire ma demi-sœur maintenant aussi, qui a 70 ans. Et donc, voilà, ils m'attendent. Elle me dit, vous savez, tout le monde vous attend, tout le monde a hâte de vous connaître, tout le monde est tellement content de vous rencontrer. Bon, c'est formidable, ça. Alors, vous voyez, on dit, les enfants, moi je regrette qu'une chose, c'est de ne pas être retournée voir mon père après le conflit que j'ai eu avec ma mère. Quand elle m'a dit, d'abord je lui ai écrit, etc., et elle a réglé des comptes. Et là, moi, j'ai eu l'impression que j'avais trahi notre secret. Je lui ai expliqué à cette dame. Non, mais vous étiez prise dans un conflit de loyauté, là aussi. Oui. Parce que c'était. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai pas osé retourner. Vous sentiez que ça faisait souffrir votre mère, donc bon. Et puis, lui aussi aurait pu finalement être en contact avec vous. Non, ça se comprend aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais surtout honte d'avoir trahi mon secret. Et je n'avais plus le courage d'aller lui dire, mais vous savez, ça y est, oui, je l'ai dit à ma mère, parce qu'il y a eu une histoire, il y a eu un conflit. Et je me suis dit, parce que comme ça s'était passé dans mon dos, et que je l'ai su 7-8 mois plus tard qu'elle avait envoyé ce courrier. Oui, mais vous n'avez pas à vous en vouloir, Nicole. Vous êtes, c'est toujours très compliqué pour les enfants qui sont comme ça porteurs bien malgré eux d'un secret. Enfin, les enfants, vous n'êtes plus une enfant aujourd'hui, mais c'est les conditions de votre naissance qui étaient à l'origine de ce secret, parce que du coup. Vous voyez, vous avez toujours peur de faire mal à l'un, de trahir l'autre, donc vous ne savez plus quelle attitude adopter. C'est ça qui est très compliqué dans ces histoires de secrets qui ont trait à la filiation. Il faut que vous soyez beaucoup plus indulgente vis-à-vis de vous-même. C'est ce qui est très lourd à porter dans un secret, c'est que au fond, malgré soi, on se croit obligé de le perpétuer. Pour protéger, chacun souvent ce qui est dit c'est pour protéger l'enfant, mais en réalité ce sont les adultes qui se protègent dans ces histoires-là. Donc après vous vous débrouillez tant bien que mal avec tout ça. L'important aujourd'hui c'est que vous ayez, on sent que c'est votre émotion quand vous nous parlez de vos sœurs, de vos demi-sœurs, et voilà, c'est d'avoir renoué avec cette partie-là de votre famille et finalement avec cette partie de vous-même. C'est ça, oui. Et en même temps, c'est presque un second traumatisme, mais bon, beaucoup moins négatif que le premier, parce qu'en réalité, je suis passée à côté, quoi. Il est mort en 2003, finalement très âgé. J'aurais eu le temps de le retrouver. Et maintenant, c'est elle qui me raconte qui il était. Et c'est elle qui construit l'histoire pour moi. Et voilà, qui me dit, mais il était comme ça. Voilà les photos, et puis me racontant des anecdotes, et en même temps c'est un traumatisme parce que je me dis peut-être que si j'avais eu moins ce sentiment de ne pas trahir, vous auriez pu vous faire votre propre idée. C'est ce qui est compliqué parce qu'on voit la toute puissance des mères, qui finalement le père peut exister même s'il n'est pas présent à travers leurs paroles, à travers ce qu'elles disent de lui, mais parfois elles n'en disent rien ou ce qu'elles en disent est terriblement négatif.
à la décharge de votre mère, il faut dire que c'est très difficile d'être abandonné pendant une grossesse ou à la naissance de l'enfant. Hein. C'est quand même un traumatisme majeur. C'est très dur de se remettre de tout ça aussi. Oui. C'est très difficile à vivre. Oui, surtout quand on a aimé c'était un amour de toujours, passionnément cet homme. Voilà. Surtout quand il y a une blessure terriblement profonde là. Aussi. Alors cette dame de 74 ans, en fait, elle passe son temps à rassembler, à réparer. Bon. Elle répare. Oui, mais voyez, elle aussi, elle est porteuse de cette histoire. Elle répare pour son père. Hein. Oui, c'est très drôle. Comme quoi, finalement, les actes, tout ce qu'on fait à une génération se transmet en bien ou en mal à la génération suivante. Hein. Et oui, on en hérite. Et elle assimile ses enfants. Et j'ai dit, mais vos enfants, je l'ai eu tantôt, j'ai dit, mais vos enfants ont dû quand même être très étonnés quand ils ont appris ça. Ah, elle me dit pas du tout. Elle dit, vous savez, de la part de leur grand-père, rien les étonne. Et oui, c'est là où on voit comme un secret peut parfois être extrêmement mortifère pour celui qui en est porteur. Et parfois ça suit sur des générations avec des familles où il y a vraiment des drames, des familles où il y a des suicides à répétition, des morts tragiques. Et puis parfois, où comme ça, quand ça touche à des histoires d'enfants nés hors mariage, ça se banalise au contraire au cours à l'espace des générations. Vous voyez là pour les petits enfants, dire le grand-père, ça ne nous surprend pas vraiment. Voyez, voilà. Alors que pour vous, c'était votre histoire et c'était plus difficile à porter. Oui, bien sûr. Ah, oui. Bon, mais enfin là, c'est l'occasion de belles retrouvailles. Oui, voilà, et pour d'une une fois, réparation. un conte de Noël, un petit peu, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Merci, Nicole. Merci de votre écoute. Tout cas. Au revoir. Au revoir. Alors Georges était un peu perdu dans le témoignage de Nicole. Il dit mais les compagnons de Sainte-Hélène là, c'était en 1815. Je vois pas trop le rapport. Mais si Georges, Nicole nous disait que sa demi-sœur avait un ancêtre qui était, qui portait une petite croix, je sais pas quoi, des compagnons de Sainte-Hélène. Donc voilà pourquoi. Et oui, il fallait suivre. On accueille tout de suite Janine. Je sais pas si c'est l'approche des fêtes de Noël, mais on est beaucoup dans les histoires de famille depuis quelque temps. Plus trop d'histoires d'amour. Alors l'amour ne vous préoccupe plus. C'est beaucoup les histoires de famille. Je crois que ça doit être Noël, l'approche des fêtes. Bonsoir Janine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, j'ai 2 enfants. Oui. Un fils et une fille. Un fils qui aime les réunions de famille, qui aime sa famille. Oui. Une fille qui aime aussi sa famille, mais qui est un peu sous l'emprise d'un mari qui est fils unique, et que lui, sa famille, se concentre sur lui, sa femme et ses enfants. Et à côté, la famille a peu d'importance. Et là, nous avions eu une réunion de famille où le frère et la sœur se sont disputés, le mari s'en est mêlé, ça a viré au drame. Et Noël approche et je voudrais donc les réunir, et surtout que j'ai un père qui a 90 ans et qui aimerait bien avoir ses 4 arrière-petites-filles avec lui. Et oui, bien sûr, oui. Et donc, mon fils m'a appelé à l'aide ce soir en me disant « Je voudrais bien me réconcilier avec ma sœur, mais oui. Est-ce que mon beau-frère acceptera? Est-ce que... Voilà. » Oui, c'est les 2 beaux-frères là qui se sont un peu disputés. Oui. Mais est-ce que votre fils ne pourrait pas à ce moment-là, puisque c'est lui qui s'est disputé finalement avec son beau-frère Oui, il lui a dit la vérité, quoi. Il lui a dit ce qu'il pensait de lui. Parce que mon gendre est un peu jaloux de la réussite de mon fils, et il veut pas que son frère dirige sa sœur. Voilà, mon fils était un peu le protecteur de sa sœur en étant jeune, et voilà. Ah oui, mais maintenant sa sœur, elle a un mari, donc il peut plus continuer à jouer ce rôle-là. Voilà. Aussi, hein. Oui. Ils ont peu d'écart, votre fils. Ils ont 5 ans de différence. Ah oui. Et c'est l'aîné, votre fils. Oui. Oui, mais il faut qu'il accepte de céder un petit peu la place là au mari, même si le mari lui convient pas trop. Voilà, oui.
Hein, qu'est-ce que vous voulez après tout? C'est elle qui vit avec lui. Oui, voilà. Mais moi, là, je suis au milieu. De toute façon, pour Noël, vous prévoyez, ça va se faire chez vous? Oui, de toute façon, là, cette année, j'ai pas le choix. Mais enfin, je veux pas choisir entre l'un ou l'autre, le 24. C'est peut-être mieux que ça se fasse chez vous, c'est plus neutre, comme ça. Voilà, oui. Hein, c'est pas... Donc, vous les invitez tous. Oui. Mais d'avance, je sais que mon gendre va dire non. Et il fera dire non à sa femme. Il va essayer de lui trouver une excuse ou écoutez, votre fille, quand même, elle est grande, elle va peut-être pas accepter. Elle a peut-être envie de quand même passer Noël avec vous. Cette dispute est pas forcément... Ils ont peut-être pu se dire des mots, voilà, ça peut arriver. On se dispute parfois un peu en famille, mais on peut se réconcilier. Pourquoi à ce moment-là, votre fils ne ferait pas le premier pas puisqu'il a envie, qu'il tient à la famille et que malgré tout il a envie de revoir sa sœur et que tout le monde soit réuni à Noël, qu'il tient beaucoup à la famille, pourquoi il ferait pas le premier pas, soit en envoyant un petit mot, soit en leur téléphonant, voyez, même sans revenir sur ce qui s'est passé, mais oui, mais il connaît son beau-frère et puis en plus, ça risque, je sais pas, Et oui, mais si en même temps, c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce qu'il attend de vous, votre fils là? Il voudrait déjà, parce que ça va être l'anniversaire de ses deux filles, et dont ma fille est marraine d'une et mon gendre parrain de l'autre. Oui. Le 20, il voudrait déjà les inviter, mais il a peur du refus. Il sait qu'ils vont refuser d'aller chez eux. Le 20, là, décembre? Oui. Oui, mais pourquoi il n'essaie pas? Oui. C'est quand même, avant d'anticiper le refus, il pourrait au moins essayer. Voilà, donc je pensais parler à ma fille, lui expliquer les choses tête à tête. Oui, mais je trouve ça un peu... ça pourrait être... vous pourriez intervenir, peut-être être justement jouer l'apaisement, si ça ne marchait pas entre votre fils et votre fille, vous voyez, si ça ne fonctionnait pas, si lui lançait une invitation et à ce moment-là, il sera toujours temps pour Noël de dire j'aimerais vous avoir tous et puis pour votre père pour votre grand-père, ça serait vraiment important. On ne sait pas s'il sera là Noël prochain. Je vous le souhaite, évidemment. Oui, non, mais voyez, dire voilà, c'est important que vous soyez présent. Bon, mais là, votre fils, après tout, qu'il assume aussi un peu ses responsabilités, c'est-à-dire au lieu de, il a quel âge? 45 ans. Écoutez, à 45 ans, il peut quand même prendre le téléphone et parler avec sa sœur. Oui. Sans se tourner vers vous. Oui, vous trouvez pas, Janine? Oui, mais la réaction de sa sœur, c'est peut-être de raccrocher et puis tout de suite se précipiter vers son mari pour lui expliquer. Écoutez, il verra bien. Ouais. Il peut l'appeler. Son mari est pas forcément toujours là. Elle a pas un portable? Si. Eh ben, il appelle sur son portable. Ouais. Il faut. C'est pas forcément à vous de. Je comprends en même temps. Vous êtes le lien. Voilà. Vous êtes le lien et pour Noël, vous avez envie de réunir tout. Oui, parce que jusqu'à maintenant, disons que ils n'ont pas l'habitude de se fréquenter tout le temps, mais enfin pour les grandes occasions, on avait toujours l'habitude de se réunir tous ensemble. Oui, mais ne partez pas perdante. Oui. Il n'a qu'à appeler sa sœur aussi. Parce que là, vous voyez, s'il tient, puisqu'il tient à la famille, il tient pour ses petites filles que sa sœur soit présente. Et puis après tout, là, je reçois aussi un petit SMS qui dit la même chose. D'ailleurs, il n'a qu'à appeler, ou il peut aussi envoyer un mail
J'aime bien parce que d'ailleurs c'est un coup de fil à sa sœur et un mail au beau-frère, mais c'est pas mal parce que il y a une certaine distance. Après tout, voilà, pourquoi pas un mail au beau-frère en expliquant qu'il voudrait arranger les choses et puis qu'il révise un peu son jugement. Mais c'est vrai qu'il peut mettre un petit truc un peu dire ne restons pas sur cet éclat de voix et dire allez, Noël approche. J'aurais plaisir à te revoir. Enfin, il peut prendre un peu sur lui, mettre son orgueil dans sa poche et puis s'il a vraiment à cœur, si la famille compte plus que tout, il peut mettre un petit peu son amour-propre de côté et dire ce qui compte plus, c'est que les neveux et nièces soient réunis, les cousins cousines soient réunis, pardon. Moi de voir ma sœur, que tout le monde soit ensemble. Donc après tout, voyez, même pour le beau-frère, il peut lui mettre un petit, c'est une bonne idée, mettre un petit mail. Oui, mais disons que j'ai peur que le beau-frère après fasse ses réflexions et que ça reparte. Oui, mais vous avez peur, si vous voulez, le problème c'est d'anticiper déjà tout en termes de refus. Alors, dans ces cas-là, effectivement, ne fait rien. Oui, voilà, vous avez raison. On attend, on met la tête dans le sable et on attend que les choses passent. Oui, parce qu'après, il y a d'autres fêtes, tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis seule au milieu et j'en souffre énormément. Oui, mais ça peut s'arranger. Vous savez, il y a dans des tas de familles, il y a des clashs comme ça entre frères et sœurs, avec le gendre. Ça arrive même parfois le jour de Noël, hein. Oui. Malheureusement, c'est. Oui, alors donc, je peux quand même essayer d'en parler déjà un petit peu à ma fille en lui expliquant. Mais non, pourquoi vous en parlez? Laissez-les se débrouiller, laissez votre fils se débrouiller. Oui. Il a 45 ans, votre fils, il peut quand même passer un petit coup de fil à sa sœur, envoyer un petit mot ou un mail, comme le dit fort justement cet auditeur ou cette auditrice. Oui. Et puis laisser de son côté de renouer un lien. Il faut les laisser se débrouiller un peu. Oui. Là, on dirait qu'ils sont tout petits et que c'est à vous de faire en sorte de recréer à tout prix le lien. Oui. C'est ce que dit l'ami. Vous devez pas intervenir. C'est leurs histoires. Ils sont assez grands. Voilà. D'accord. Et Matt aussi qui dit c'est à votre fils de bouger. Oui. Et puis de pas en faire quelque chose de trop grave non plus. Il faut aplanir les choses. Oui, je pense. Et puis vous leur faites un bon repas. Hein? Oui, ça c'est pas un souci. Eh ben alors c'est formidable. En général, autour d'un bon repas, les tensions s'apaisent. Voilà. Oui. On a le ventre bien plein de mets délicieux. Oui. Les choses se détendent. Bon. Un peu de vin, mais pas trop, parce que parfois, on évite de parler politique, on évite de parler. S'il faut éviter encore comme sujet. Il y a des sujets qu'il faut éviter. Voilà, politique, religion, merci. Voilà, il y a des sujets comme ça à éviter. Et puis, ça devrait glisser un peu, et vous devriez passer un bon Noël en famille, Janine, je pense. J'espère bien. C'est Bulle qui dit l'idée du mail, c'est moi. Oui. C'est à votre fils de faire le premier pas. Qui ne tente à rien n'a rien. Oui. C'est à eux deux de voir. C'est à eux à voir. Tout à fait. Voilà. Ok. Je vous remercie. Bonne fête, Janine. Au revoir. Merci vous de même et merci. Au revoir. Alors je disais à Janine que c'est à son fils après tout de faire le premier pas avec sa sœur. Je disais à 45 ans quand même, c'est plus un enfant, il peut se débrouiller lui-même. Et puis le subversif m'envoie un petit message par SMS. Il disait oui, bon certes Caroline, mais il y a 45 ans et 45 ans. Il y a 45 ans pour un homme commun, et puis il y a 45 ans à la Georges, c'est-à-dire une force de l'âge éternellement tendre, un peu un Tanguy, quoi. Georges qui justement m'envoie lui aussi un petit SMS pour me dire que lui il s'entend très très bien avec son beau-frère. Parce que pourquoi Parce que il me dit non pas pour cette raison, mais il me dit en plus il a une bonne cave. Ça
C'est forcément un homme de goût alors. En tout cas, c'est pas le cas du Belge, c'est signé tel quel, qui dit alors moi, mon beau-frère a couché avec ma fille, je ne lui pardonnerai jamais et un jour je vous appellerai pour vous en parler. Oui, ça c'est clair que dans les familles, il y a parfois de sacrées histoires. Georges, lui, en disant du repas de Noël, il dit taxe carbone, écologie et Copenhague. Je vous assure, Caroline, que le premier qui me prend la tête avec ça pendant le repas de Noël, il va pas être déçu. Mais je vous dis qu'il y a des sujets à pas aborder pendant certains repas, pendant certaines discussions. À propos des fêtes, il y a Gilles qui m'envoie un petit courriel en disant « De toute façon, je hais ces fêtes où tout est artificiel. On ne se voit parfois qu'une fois par an. Quelle corvée, ces repas interminables. Les gens se créent des obligations. Soyons plus naturels. Voyons-nous quand nous en avons envie. » nous dit Gilles. Et puis Annie aussi, elle dit « Oh, la prétendue paix de Noël me casse un peu les pieds », dit Annie. Voilà, je sais pas comment c'est chez Annie, les repas de Noël. Ouais, être une petite souris pour voir ça. Allez, on change de sujet et on accueille Isabelle. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Oui, je vous en prie. J'espère que je vais être un petit peu claire. C'est un sujet un peu sensible pour moi. Voilà, j'ai une fille adulte, majeure, oui, qui a 28 ans, qui est dans une famille d'accueil agréée par un conseil général au titre de son handicap. C'est une enfant qui est débile légère. On n'a jamais très bien su mettre un mot précis, mais enfin bon, elle a une déficience intellectuelle avérée. Et elle est dans cette famille parce que je n'arrivais pas du tout à gérer la situation. Je n'ai jamais su, de toute façon. Et en fait, pendant très longtemps, je pensais que moi, je la voyais, mieux nous portions. Et puis, cette famille d'accueil, au fur et à mesure des années, a réussi, alors, pour quel motif, je sais pas, mais à nous couper l'une de l'autre et à la couper de sa famille. C'est-à-dire que je la vois très très peu. J'ai beaucoup de mal à entrer en contact au téléphone avec elle. Je laisse des tonnes de messages. J'essaie de créer des occasions pour aller la voir. Elle est dans un département limitrophe, mais il y a toujours des excuses pour m'expliquer que c'est pas le moment, qu'il y a autre chose à faire, que la famille a quelque chose à faire. Enfin bon. Et donc ça devient d'autant plus difficile que je ne suis pas sûre que ce soit son souhait. Parce que le peu où nous nous voyons, elle me parle beaucoup de ses tantes, ses oncles, elle me demande de revenir. Et en fait, à partir du moment où je suis partie, je n'arrive plus à revenir. Parce qu'il y a un blocage terrible, il y a une impossibilité. Donc, je lui ai dit que j'allais en parler aux gens qui s'occupent de ce placement, oui, ça s'appelle comme ça. Bien sûr, oui. Et elle me dit non, surtout pas, parce que j'aurai des représailles, ça va être difficile, je vais le payer et tu seras pas là. Je suis toute seule là-bas et tu seras pas là pour m'aider. Alors, je suis extrêmement partagée et en même temps je finis par, je crois que je commence à m'inquiéter sérieusement parce qu'elle me rapporte des choses qui, bon, alors je sais que c'est une. Depuis combien de temps vit-elle dans cette famille? Ça fait 5 ans et ça fait à peu près 3 ans et demi que c'est comme ça. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, bon, de toute façon, je peux pas lui offrir d'autres solutions. C'est très compliqué, en fait, de dire ça ne va pas là où elle est, quand on est soi-même défaillant, en fait. Parce qu'il suffirait encore que, je ne sais pas si on me laisserait la reprendre. Je sais pas si. Est-ce que c'est votre souhait? Je pourrais pas, je crois. Je crois que la folie rend fou. Et je crois que j'ai failli devenir folle. Ça a été une histoire terrible avec ma fille. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même de l'amour. Et je sais que... Alors, à la fois, j'ai peur de la mettre en difficulté en rencontrant les gens qui s'occupent de tout ça, au cas où les difficultés soient vraies. Et en même temps, je sais que, quelque part, on peut aussi me renvoyer cela. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas su faire. Et comment je peux remettre en cause des gens qui sont agréés pour ça, qui sont donc théoriquement suivis, contrôlés, je ne sais pas. Mais... mais c'est différent. C'est-à-dire, ce que vous remettez en cause, c'est que vous avez le sentiment qu'il y a un barrage qui est fait. Ça c'est sûr.
Le motif, je ne connais pas. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'elle est manipulée. Il faut pouvoir en parler. Oui. Vous voyez, c'est pas remettre en cause peut-être qui est transmis, la crédibilité, parce que je ne sais pas. Alors il y a peut-être des choses que dit votre fille aussi. Oui. Mais vous dites est-ce que vous croyez à la véracité de ces propos? C'est ça que vous remettez en cause ou non? Non. Je crois. Bon, il y a une part de fabulation, il y a une part d'exagération. Ce qui me préoccupe surtout, c'est que si je vais rencontrer le service qui s'occupe de et que ce qu'elle dit est réel, c'est-à-dire après, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Effectivement, elle sera seule là-bas. Non, mais vous les rencontreriez pourquoi? Si ce qu'elle dit est réel, dans quel sens? C'est-à-dire des représailles? Ou ce qu'elle dit de ce qui se passe dans la famille? Ce qu'elle dit, c'est qu'elle aurait des représailles si la famille d'accueil était informée que j'avais fait cette démarche. Non, parce que c'est pas elle qui fait la démarche, c'est vous. C'est vrai. Vous faites la démarche parce que vous avez le sentiment que cette famille d'accueil met un barrage, que vous ne pouvez pas parler à votre fille comme vous le souhaitez, que vous ne pouvez pas la voir aussi souvent que vous le voudriez. C'est vous qui vous plaignez, c'est pas votre fille. C'est vrai. Vous n'incriminez pas vous ne dites pas ma fille se plaint, dit qu'elle est maltraitée, dit que, vous voyez, c'est vous qui faites la démarche. Donc pourquoi y aurait-il des représailles au niveau de votre fille? Oui, c'est vrai. Peut-être parce que je crains. Peut-être parce que je le crains. Mais parce qu'elle le craint. Peut-être elle le craint. De toute façon, au contraire, vous savez, les personnes qui s'occupent comme ça du placement dans les familles d'accueil sont très souvent confrontées à ce genre de problème d'une rivalité, oui, on va prononcer le mot, entre la famille de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte placé et la famille d'accueil, c'est-à-dire en tout cas une difficulté de communication, une incompréhension, parfois fondée, parfois fantasmée, mais c'est un problème qu'ils connaissent bien, qui est très souvent évoqué. Hein. Donc il ne faut pas hésiter à en parler, Isabelle. Hein. Mais de toute façon, je crois qu'il va falloir faire quelque chose. Mais oui, effectivement, si ce n'est... Oui. C'est vous qui avez pris la décision de ce placement? En fait, je cherchais un établissement que je n'ai jamais trouvé, par faute de place. Eh oui, malheureusement, oui. Et donc, on m'a parlé de ce type d'accueil. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rivalité dans le sens où moi, je sais que je ne pourrais pas vivre avec elle. C'est ça. Donc, vous ne demandez pas à reprendre votre fille. Mais alors, est-ce que peut-être quand après vous la voyez, votre fille est différente dans son comportement? Est-ce que c'est plus dur quand elle revient dans la famille? Peut-être qu'elle aussi est plus difficile. C'est possible aussi. Est-ce que du coup la famille ne craint pas les visites? Oui, elle est différente. Elle est certainement différente, peut-être. Si ça se disait comme ça, vous comprendriez. Oui. Mais même un coup de fil. Oui. On se voit 2-3 fois par an et encore. Et les coups de fil, mais c'est dans le même genre, quoi. Oui. Et ce qui me préoccupe, c'est que quand je l'ai au téléphone, j'ai l'impression d'avoir un magnétophone. À chaque fois, c'est je vais bien, tout va bien, je suis très heureuse là où je suis, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, il n'y a rien d'autre. Et d'ailleurs, elle est sur haut-parleur, j'entends. Donc ça me... Mais j'imagine que ça, vous pourriez le comprendre, que votre fille, après, peut-être est triste quand elle vous quitte, plus difficile, plus caractérielle avec les personnes. Donc, enfin, tout ça, ça pourrait s'aménager. Il y a, semble-t-il, un manque d'échange aussi entre vous et ces personnes-là. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi faire en sorte d'améliorer la communication, voir. Enfin, il y a certainement quelque chose à faire, et je pense que c'est important que vous en parliez, que vous restiez pas dans cette incompréhension en tout cas. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de représailles, parce que ces familles sont suivies, hein, quand même, Isabelle. Oui, enfin. Ouais. Oui, je sais qu'il y a aussi des problèmes. Oui, mais votre fille est en mesure de s'exprimer, et elle saurait le dire, hein, je pense, s'il y avait des problèmes. On l'écouterait.
J'espère qu'on vous l'écoutez en tout cas. Oui. Vous l'écoutez, c'est l'important. Il faut qu'on se quitte, c'est dommage parce que votre témoignage est fort. Non, vous n'avez pas à vous excuser, mais on arrive à la fin de cette émission. Vous pourrez me rappeler pour me tenir au courant si vous le souhaitez. Merci, quand vous aurez eu. Au revoir Isabelle. Je vous souhaite une très belle nuit. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h passé de quelques secondes. Vous écoutez Europe 1.